Voilà. Donc, les troisième journée, les cinquième, les quatrièmes de l'autre. Alors, il est d'habitude, il est de coutume en matière de science de déclarer ses liens d'intérêt. Je dirais d'entrée de lieu qu'il y a une absence totale de liens d'intérêt pouvant a priori générer conflit. Puisque d'habitude on dit, est-ce que vous avez des conflits d'intérêt? Tant qu'il n'y a pas de justice en cours, il n'y a pas de conflit. Donc des liens, pour le coup, il n'y en a pas. Par contre, je me permettrai de dire qu'il y a des présences de liens d'intérêt majeurs pouvant, pour le coup, a posteriori, aider à la compréhension du présent. Et je me permettrai une petite autocitation, car le présent est le futur d'hier, nous offrant l'histoire tel un présent. Donc c'est de ça qu'on va parler pour resituer notre djerba, on va dire normande, dans l'histoire globale. Elle était romaine parce que c'était au Xe siècle qu'on avait nommé par Claude Ptolémée au IIe siècle. Ptolémée, vous savez que c'était cet extraordinaire scientifique d'Alexandrie qui a fait un lapsus calami. Il avait écrit Géra au lieu de Gerba. Vous voyez déjà qu'on voit arriver cette affaire-là. La carte du monde a été reprise à la suite, simplement au XVe siècle, parce qu'elle avait été perdue et qu'un moine a réussi à retrouver cette carte et on l'a reconstituée. Le terme de Girba a été donné par un haut fonctionnaire romain, Aurelius Victor Afer, qui était originaire de Leptis Magna, donc l'actuel Tripoli ou l'équivalent localement. Il était gouverneur de la Pannonie, qui est un État romain qui était au sud du Danube. Dans sa source, il nous a permis de savoir que Tréboniens et Volusiens étaient des natifs de Djerba et ont été co-empereurs de cette île et de l'ensemble de l'Empire romain. Donc Djerba a donné également 2 empereurs à la romanité. C'est eux qui nous ont marqué Girba, puisque de Meningue ou Méninge, ça dépend comment on veut le prononcer, c'est devenu Girba en latin. Djerba la Normande, c'est Roger II, qui est comte normand de Sicile au XIIe siècle, et roi de Sicile secondairement après avoir été couronné. Djerba a été conquise par Roger II en 1134, ceci en accord avec les Fatimides d'Égypte, et c'est devenu Djerba, la tête de pont de l'Ifricaïa. Alors pour resituer les Normands, il faut revenir aux sources. Les sources sont les Vikings de Scandinavie. Vous voyez l'expansion viking à partir des 3 pays majeurs qui sont la Suède, la Norvège et le Danemark. Et cette expansion s'est faite par les eaux. Et c'était important parce que c'était les maîtres des mers et des fleuves. Et les Normands sont une partie des Vikings. Ces Normands sont des Vikings installés, et dans toute l'histoire des Vikings, quand ils s'installaient, ils s'assimilaient. Ils devenaient, pour le coup, à ce moment-là, des Francs, des Français, au sens des Francs de Clovis, qui était arrivé au 5e siècle, venant de la Germanie. La Scandinavie, il faut reprendre les origines. La Scandinavie, ça vient d'un mot skandan qui veut dire le danger et les îles, Anjo. C'est-à-dire que ces îles sont des hauts fonds qui sont très dangereuses dans l'embouchure, dans l'entrée par exemple, de Malmö, et c'est ce qui a donné le nom à cette région. On retrouve ce nom également chez Jornardes, qui est l'écrivain sur l'histoire des Goths, la Getica, Skans. On retrouve également en latin, cette fois-ci, l'histoire des Lombards, Historia Langobardorum, par Paul Diacre et Paulus Diaconus, si on le prend en latin, qui est un moine bénédictin de l'abbaye d'Ibon-Cassin, donc en Italie du Sud. C'est ce qui a donné le nom de la péninsule scandinave. Comme toujours en étymologie, ça se croise. Skane est une province la plus au sud de l'actuelle Suède, et la Skadi, c'est une grande déesse de la mythologie et de la théogonie scandinave, déesse de la montagne, de la chasse et de l'hiver. Actuellement, la Scandinavie, ça reste Norvège, Suède et Danemark, avec une grande période viking dont on va parler, 8e au 11e siècle, et l'union de Kalmar, qui a été une période importante pour ces peuples, puisqu'il y a une union sur à peu près 2 siècles, avec un seul monarque pour 3 royaumes. Voilà la carte de Scandinavie, donnée par Ptolémée, et vous voyez que la mer gelée, la Mare Congelatum, c'est ce qui sépare le nord de l'ouest de Scandinavie avec le Groenland, le pays vert, qui était un peu plus petit puisque les glaces étaient moins importantes. Les Vikings. D'où vient ce mot viking? Il vient de Farai Vikungu, qui veut dire partir en rapine. Ce n'est pas un mot exceptionnellement agréable, mais enfin c'est la réalité. Vikinger veut dire pirate. En vieil anglais, on retrouve la même racine viking ou en frison. Et en latin, pirata, c'est celui qui fait fortune et qui est entreprenant, donc c'est un terme à peu près positif, mais ça vient du grec pereitos, qui veut dire brandi des courants de haute mer. Vous y voyez mieux que moi, parce que moi j'ai une partie que je n'ai plus sur l'écran. Et pour la petite histoire, remarquez l'origine de ce mot grec, ça a donné le pirée.
qui est le port d'Athènes. Ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que ce port d'Athènes est effectivement le port des pirates étymologiquement. Deux racines approchées, c'est vik en proto-germanique, vikingo qui veut dire le changement de rameur, ou l'homme qui rame en alternance. C'est intéressant parce qu'on est toujours dans la problématique de la mer et de la suprématie des eaux. Vika, c'est la même racine, ça va être la distance entre deux équipes qui rament, parce qu'il fallait beaucoup de rameurs pour pouvoir faire avancer ces bateaux de vikings. Alors des vikings aux Normands. Et sur le plan des chroniques franques, donc rédigées en latin, on va retrouver des synonymes, avec les Normands pour Normandie, enfin on voit les Normands arriver, synonyme de pirates, c'est gentil pour eux, synonyme de danois, et surtout de Pagani, on va voir comment. Le francisque nous a donné Nordman, et c'est ce qui nous donne homme du Nord, normand. Ils avaient la maîtrise des mers et des fleuves. Et vous voyez que ce n'est pas un vain mot, puisque quand vous voyez à Angers, sur le Maine et puis sur l'embouchure de la Loire, ils avaient remonté tous ces eaux et ils attaquaient ces villes. Là, vous voyez à droite, sur les Danois, sur le plan d'envahir l'Angleterre. Maîtrise des mers, il faut des outils. Ce sont les fameux bateaux vikings, souples, légers, avec une coque extrêmement fine, quelques centimètres d'épaisseur, un tirant d'eau extrêmement faible, qui leur permettait d'avancer même sur les rivières. Vitesse rapide, jusqu'à 18 km/h. Un petit barbarisme, c'est le mot de Drakkar qui a fait Florès, mais uniquement parce qu'il y a eu une transgression linguistique. C'est à partir de Drake au XIXe siècle qui est le terme de dragon en suédois moderne. Mais en fait, au départ, les Vikings appelaient leurs bateaux les Dreki, des dragons aussi, mais le Drakkar avec 2 K, ça fait plus exotique, donc c'est quelque chose qui est passé dans la langue. Pourquoi ils avaient maîtrisé? Parce qu'ils avaient repris une technique germanique des Saxons, des Jutes et des Frisons, qui précédait largement leur ère, avec une technique de bordage de leurs bateaux à clin, en planches superposées, qui permettait une rigidité, à la fois une souplesse, à la fois une stabilité et surtout une légèreté par rapport aux francs-bords de planches juxtaposées. Et en fait, klinken, le klin, vient de klinker et klinkwerk, qui vient du bas allemand et du néerlandais, qui a donné cet appareillage, cette fabrication des bateaux avec des rivets. Et nous avons gardé, en langue française, déglinguer, clench, déclencher et enclencher. Qui aurait pensé que ces mots français venaient des Vikings? Cette maîtrise des fleuves et des mers est étonnante parce qu'ils n'avaient pas de carte, ils n'avaient aucune cartographie. Alors il fallait qu'ils naviguent avec les éléments naturels, que ce soit la position du soleil, les points cardinaux, mais sûrement pas des étoiles parce qu'ils ne voguaient jamais la nuit. On n'est pas dans le désert, on a besoin de la fraîcheur du Sahara pour pouvoir avancer et se situer par rapport aux étoiles. Ils avaient des repères terrestres, surveillaient les animaux marins, plus on approche d'une côte, plus il y a du réseau. La variation de température, si c'est froid, c'est qu'on est près du pôle, et la variation de couleur avec le Greenland, avec le Groenland proche, les glaces qui fondent, et on va se retrouver proche de ce pays. En plus de ça, il y avait une profonde connaissance des trajets migratoires des baleines et des courants. Une petite digression étymologique, puisqu'ils avaient des bateaux de guerre et des bateaux de commerce, et vous voyez que les nains de Skendia ou de Skye va se retrouver en vieux français, donc ce qui prouve bien qu'il y avait un mélange des populations extrêmement importantes, en particulier par les Normands, qui nous ont fait récupérer ces mots d'origine viking, pour appeler nos bateaux également à l'époque. Alors pourquoi ces gens-là ont-ils émigré? Il y avait pourtant des freins, ils avaient une très belle nature enchantée, de fortes légendes, d'où leur attachement à leur pays. Et peu d'émigration. Par contre, une nécessité migratoire, un climat rude, des vents froids, un élevage impossible, une agriculture difficile. Donc le modèle économique qu'ils ont choisi, n'est peut-être pas glorieux, mais c'était également celui de la course ottomane, c'est le pillage des richesses produites par d'autres pour aller chercher de la nourriture, pour prendre des bijoux et surtout capturer des esclaves. On va en reparler. Mais à force de capturer dans les pays limitrophes, on n'a jamais assez d'espace, il faut aller plus loin, plus loin, plus loin, d'où cette expansion viking pour aller trouver d'autres pays à piller. La différence avec les Normands, c'est qu'une fois qu'ils étaient là, ils ont créé. Esclaves. Esclaves, il faut revenir justement au pays slave, parce que le latin médiéval nous a donné slave, slavus, et au Xe siècle, on a vu le mot esclave apparaître. En fait, c'était au départ le commerce des Slaves des Balkans. Parce qu'en latin, on ne disait pas esclave, on disait servus, le serviteur, la personne qui est asservie, qui participe d'une population servile, et qui est la personne qui est serve pour une femme ou qui est attachée à un propriétaire terrien. C'est intéressant parce que le mot slave, en langue slave, justement, ça veut dire la gloire. Alors c'est vrai que quelqu'un qui est capturé pour devenir serviteur, c'est un ex-slave étymologiquement, alors qu'il était glorieux avant.
Les Vikings sont allés vers l'Est, et ce sont les Russes, qui a donné le terme de Russe actuellement, parce que les populations slaves étaient rousses, et donc ils les ont appelés Russes. Ils sont passés par les fleuves, c'est la Volga et c'est le Dniepr, trop connus actuellement, avec pour capitale Kiev, et les Russes les ont qualifiés finalement d'alliés, et c'est le terme de Vareg en français, Vareg en russe, qui a donné cette étymologie. Maintenant, une étymologie arabe qui nous intéresse, c'est parce que quand ils sont allés vers l'ouest, on les appelait les Madjou, parce qu'en arabe, j'espère que je ne me suis pas trompé en faisant mes recherches, ça veut dire Bab el Adjou, c'est en fait Gibraltar, la porte des païens, c'est ainsi c'était décrit dans le monde arabe, semble-t-il. Alors je demande aux arabophones, que vous êtes tous, de me contredire si mes recherches ont été faussées. Ce qui nous intéresse maintenant dans ce monde viking, c'est ceux qui sont arrivés ici. Ce sont les Lombards pour l'Italie du Nord et les Normands pour l'Italie du Sud. Premier siècle, ils ont traversé la Baltique, ils se sont intégrés, comme toujours, au peuple germanique, le long de l'Elbe, un fleuve. Au 5e siècle, ils ont continué à migrer vers la fameuse Pannonie, le moyen Danube, et là, ils ont adopté le christianisme avec ses deux versions, arianisme et nicéen. Et à cette époque, c'est fondamental de comprendre la différence, parce que c'est une question de pouvoir théologique et de pouvoir, je dirais, politique. Et au VIe siècle, le roi Alboïn va migrer vers les terres byzantines, donc en Italie du Nord. L'arianisme et le concile de Nicée, on est en 325, c'est un concile, vous voyez sur l'icône, qui a été déclenché par l'empereur Constantin, parce qu'il y avait une séparation importante au plan théologique dans le monde chrétien. Les arianistes disaient que le Christ, Jésus-Christ, était créature distincte du Père et subordonnée au Père, alors que le concile, le dogme conciliaire, ça a été de dire, c'est un Dieu unique en trois personnes, de même substance divine. Vous allez me dire, ça concerne que les théologiens, sans doute, mais ça a été le triptyque du catholicisme, ça l'est toujours, de l'orthodoxie et du protestantisme. Pourquoi j'en parle? Parce que quand vous regardez cette carte, vous apercevez que sur le plan théologique, il y a une conséquence majeure, on le voit trop de nos jours aussi, comme la théologie peut empiéter sur le politique, puisque la moitié du monde est arienne, et l'autre moitié, c'était le côté justement des Germains et des Vikings, ou des post-Vikings, et l'autre côté était plutôt nicéen. Qui étaient ces Lombards? On va les retrouver chez Paul Diacre aussi. C'était des longues barbes en latin, longo, pardorum. C'est également deux origines. Comme en étymologie, il faut toujours fouiller pour savoir d'où ça sort. C'était le surnom du dieu Odin, ou Wodan, dans la mythologie, donc saxonne. Il y a une autre racine qui est langbart, c'est la lance, si vous voulez, la hache également, l'objet de guerre. Et vous voyez que c'est typiquement ce qui représente le normand, c'est-à-dire à la fois il a une longue barbe et à la fois il a son arme de guerre. Pour la petite histoire de nos noms de semaines, Wodan, dans la tradition saxonne, c'est l'équivalent du mercure latin. Mercure latin, on le fête le mercredi, Mercurius dies. Et Wodan, Vod, qui veut dire la colère et la folie, c'est Wodenstag, ou Wednesday en anglais, donc c'est le mercredi. Vous voyez qu'il y a structurellement la même chose. Au XIe siècle, ces Normands sont allés par terre cette fois-ci, et non plus par eau. Ils étaient devenus sédentaires, c'est des ex-vikings qui se sont installés au niveau du comté et du duché de Normandie. Ils sont allés en Terre Sainte, à la fois pour les croisades, et à la fois pour sauver, aider, contenir les lieux qui étaient devenus des lieux chrétiens. Et bien sûr, ils sont allés en Italie. Au niveau de la Terre Sainte, ils ont participé au comté d'Édesse, à la principauté d'Antioche, au comté de Tripoli et au royaume de Jérusalem. Et je vous demande de regarder la Cilicie arménienne, qui est une enclave arménienne, alors que l'Arménie historique est du côté donc de la Caspienne. En Italie du Nord, maintenant, qui est venu? Qui est arrivé? C'est toujours des petits nombres. D'abord, une famille bourgeoise, les Carel-Dringo. Ils sont nés à l'orée du XIe siècle, c'est-à-dire Salerne. À Salerne arrivent 40 chevaliers normands qui arrivaient d'un pèlerinage, et là qui trouvent la flotte ottomane qui arrivait de Sicile, qui était ottomane à Glabide, et ils venaient rançonner la ville ou la piller. Les Normands refusaient cet ordre de fête, et avec leur redoutable cavalerie, qui était la nouveauté historique des guerres, ils ont foncé sur les musulmans, sur l'armée musulmane, et la ville a été sauvée. C'est le début de l'aventure normande, en Italie du Sud. 1016, le premier Normand arrive avec 250 mercenaires. Ils étaient 4 frères. Le plus important, c'est Carel-Dango, Rainulf. Ils arrivent de Rouen. Ils se mettent au service comme mercenaires des nobles lombards. On a vu que c'était aussi les Vikings, mais arrivés beaucoup plus récemment qu'eux.
enfin plus d'enseignement que, pardon. Et là, vous voyez que ça ne dure pas longtemps, ils s'installent vite. À force d'être mercenaires, ils finissent par être les chefs. Ils vont fonder le comté d'Aversa et Rénov-Drango devient le premier établissement normand permanent à Aversa. Donc vous voyez, on est à peu près au niveau du duché d'Amalfi. Mais c'était une migration politique, parce que c'était un Normand, Drango, qui a été condamné par le duc de Normandie, Richard II, pour avoir tué un proche. Il est obligé de partir, c'est un crime d'honneur, il est parti et il a fait fortune en Italie du Sud. Maintenant, la deuxième famille qui est fondamentalement, historiquement importante là, c'est la maison des Hauteville. Ils sont de Coutances, ou la région de Coutances, et leur famille a donné pas mal d'argent pour construire, entretenir la cathédrale de Coutances, et leur statue a été mise sur certains poteaux, sur certains à l'entrée de la cathédrale. L'historiographie, est-ce vrai, est-ce que pas vrai, mais enfin c'est le mythe. Il y a un ancêtre qui s'appelait Hjalt, qui est un jarl viking de Norvège, et qui avait progressivement aidé le comte, le jarl de Rouen, Roland, de constituer le duché de Normandie. Il a eu un fils inconnu, et de ce fils inconnu est né Tancred de Hauteville, c'est le plus important à retenir, seigneur d'Hauteville dans le Cotentin. Comment Tancred a pu monter en puissance au niveau de la Normandie? Il avait sauvé le roi, enfin le duc de Normandie, au cours d'une chasse, et comme récompense, il a eu le commandement d'un host. Un host, en latin, ça donne hostis, ça veut dire hostile. En fait, il avait le commandement de la garde du duc. Pour la petite histoire sémantique, regardez que le jarl, c'est un chef de clan scandinave, mais c'est le même mot que earl en anglais, le comte, et c'est le même mot sanskrit, vous voyez l'origine des langues, que Arya, qui a donné arien, qui a donné iranien, qui est le noble en sanskrit. Tancred, alors là on est dans le celte, c'est Tan, feu, Crad, celui qui craint le feu. Alors, il n'y avait pas d'arme à feu, donc c'était pas bien grave à ce moment-là. Tancred de Hauteville, il va avoir deux épouses, Muriel et Ferresand, plusieurs écritures. Alors là, ils ont eu à deux 15 enfants, dont 12 fils. Il y a un seul apanage. L'apanage, c'est ce que va léguer le noble. Mais s'il n'y a qu'un seul apanage qui a 12 fils, ça va mal se passer. Donc ils ont été obligés de faire une migration, j'allais dire, économique, et tenter la fortune en Italie du Sud. Le premier à partir, c'est Guillaume. Et avec son frère Drogon de Hauteville, ils rejoignent le fameux comte d'origine bourgeoise, normand d'Aversa. Et avec lui, ils participent à l'élimination des Byzantins, ont fait de la place. Ils ont fondé le comté d'Apulie, avec capitale Melfi, vous voyez le château à droite. Le premier comte, ça sera Guillaume, et le second comte, ça sera son frère Drogon, qui sera vite assassiné par les Byzantins. Succession, Onfroy de Hauteville. Deux petites plaques pour l'étymologie des prénoms, parce qu'elle est quand même savoureuse. Guillaume, c'est Wilhelm. Will, c'est la volonté. Helm, c'est le homme, la protection, le commandement. Donc Guillaume, c'est la volonté protectrice qui va bien comme prénom à un chef. Drogon, on le retrouve chez les Celtes, avec le Drogo, le Drogof. Mirage, illusion en proto-germanique. En fait, c'est un esprit porteur d'une solide illusion. Il faut quand même avoir beaucoup de solidité et d'illusion pour réussir à faire les coups qu'ils ont fait. Quant à Onfroy, c'est le donneur de paix en post-germanique. Robert et Roger, on va les voir après, mais je les cite tout de suite, c'est Robertus en latin. C'est du haut allemand, c'est Hod, la gloire, Bert, brillante. Robert, c'est celui qui est un porteur de gloire brillante. Quant à Roger, c'est la gloire toujours pour Hod, mais c'est le guerrier qui a la lance victorieuse. Il sera toujours victorieux quand il va aller sur les champs de bataille. Les prénoms, après, peuvent donner comme ça peut-être plus de force aux gens qui les portent. Robert de Hauteville, donc, c'est le premier fils de la seconde épouse de Tancred de Hauteville. Il va rejoindre le deuxième lit, il va rejoindre ses frères du premier lit. Problème, concurrence. Il est vécu comme un concurrent, ils ne veulent pas le recevoir. Il va vivre de brigandage, harceler les Byzantins. Il va faire un premier mariage, on l'avait surnommé le rusé. Ce mariage lui a permis d'avoir par dot 200 chevaliers. Et là, avec ces 200 chevaliers, il va battre les Lombards et les troupes papales. Il va succéder très vite à Onfroy du premier lit, comte d'Apulie. Il va répudier sa première épouse et il va en épouser une seconde, c'est stratégique, qui est la sœur d'un prince lombard. Et ensuite, date importante, traité de Melfi, on a vu la capitale Melfi de ce comté, avec le pape qui était son opposant, qui maintenant va le couronner et va valider la présence normande définitivement dans ce coin. Il va devenir duc d'Apulie et de Calabre. Roger Ier de Hauteville. Roger Ier, là il y a une version, je m'excuse, c'est 1050 en haut. Il départ pour l'Italie, c'est le fils de la seconde épouse de Tancred.
Et avec Robert Guiscard, son autre frère, il va soumettre les dernières places byzantines de Calabre. Il va être nommé en 1061 comte de Sicile par Robert Guiscard, son frère, et il va pendant 30 ans conquérir la Sicile musulmane. Il aura mis 30 ans pour que les Aghlabides ne rejoignent la côte de l'autre côté. Roger II d'Hauteville, c'est la succession. Naissance de Roger, second fils du comte Roger Ier de Sicile. Roger va mourir en 1101. La succession normalement est faite par son frère, mais il meurt. Et Roger va devenir comte de Sicile en 1111-112 lors de sa majorité. Il ne sera couronné roi de Sicile que le 25 décembre, le jour de Noël, 1130. Et vous voyez son couronnement, où il est couronné symboliquement sur cette mosaïque par le Christ, qui lui donne ce pouvoir religieux associé. Date fondamentale qui est intéressante au plan économique et politique, c'est qu'en 1140, il a créé les Assises d'Arianos, une espèce de, comme il y avait eu les États généraux en France, où il va faire une association des lois de toutes les populations, des juridictions normandes, françaises, musulmanes, byzantines. Ça va faire un conglomérat qui sera une base pour une société moderne. C'est comme un code qui concerne le droit privé, le droit public, et tout va y passer. Et c'est par ce code-là qu'il a réussi à rallier toutes les populations ensemble. Pour la petite histoire, Italie, qui aurait imaginé que ça veut dire Italia, le pays des bœufs, ça passe par l'italos grec qui vient du Tyrénéen, qui veut dire tauros bous, le bœuf mâle. Étymologie étonnante, parce qu'on emploie ce terme d'Italie en permanence. Qui s'imagine que ça voulait dire le pays des bœufs? Cette partie est importante, c'est que Roger de Sicile, ça a été le grand roi qui a mis en place toute une cour avec des arts qui étaient représentés. Et dans sa cour, il a fait venir Ali Idrissi, cartographe de Ceuta, installé en 1139 à Palerme. Et Roger II va lui faire une œuvre de commande qui pourrait s'appeler l'histoire d'Hérodote, parce que c'est l'enquête, c'est la même chose, et qui va durer 15 ans, qui va en faire une histoire locale. Ça s'appelle en arabe Al-Kitab al-Rujari, le livre de Roger, érigé, et qui va être rédigé en arabe, achevé en 1154, voyez la durée. Architectes, peintres, artisans participent de l'embellissement. Tolérance totale, toutes les langues sont parlées, en particulier les langues principales, le grec, le latin, le français évidemment, et puis également l'arabe. Métissage exceptionnel de l'architecture. Vous voyez l'architecture byzantine associée et une inscription arabe sur un poteau de l'église en bas de la Martora. La taboula rogeriana de Mohamed al-Idrissi, c'est en fait une map monde et également la carte de la Méditerranée. Alors très étonnamment, la carte est écrite avec le nord en bas, c'est pour ça que je les ai mises en miroir. Et vous voyez, on repère dans le carré où nous sommes, d'après donc al-Idrissi. Je ferai une petite plaque, un petit arrêt sur Idrissi, parce que nous l'avons en commun dans les religions du livre. Enoch, c'est Idrissi, c'est Idriss en fait. Et ça veut dire en arabe, et ça vient de l'hébreu et du grec, c'est la même racine, ça veut dire consacré et dédié, entre guillemets, à Dieu. En fait, c'est la descendance d'Adam et Ève par Seth, et c'est l'arrière-arrière-grand-père de Noé. Et ce que nous avons en commun dans deux livres, la Genèse, c'est qu'il a été enlevé par Dieu comme Élie et Jésus, et il aurait vécu, selon la tradition, 350 ans, qui a donné en structuralisme, en miroir, les 350 jours de l'année solaire. Nous l'avons en commun, puisque dans les hadiths, Mahomet l'a rencontré au IVe siècle, lors de son voyage nocturne. Et vous voyez ici la gravure où Dieu prend Enoch. Roger II, c'est la richesse, c'est la monnaie. Et le taridor du royaume de Sicile est fait avec de l'or importé d'Afrique via Kairouan. Et sur ce taridor, on pourrait dire le dinar, si on le prend dans la terminologie arabe, c'est Ictus qui est inscrit. Ictus est le symbole de reconnaissance du christianisme primitif, puisque Ictus, ça veut dire le poisson en grec, et c'est en fait un acronyme qui veut dire Jesus Christos Theus Ios Soter, Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur. Vous voyez que le Ictus a été la reconnaissance des chrétiens de la chrétienté primitive. Ça, c'était pour le nord. Que s'est-il passé dans le sud, en face, en Ifricaïa? C'était les Irides qui gouvernaient, donc au Xe et XIe siècle, et au XIIe siècle. Ce sont un califat vassal des Fatimides chiites du Caire, avec Bologhine, qui a également fondé la Ziride Nimezrène, c'est-à-dire la Ziride et Nimezrène, autrement dit Alger, la Jazir. Et vous voyez que là, il y a eu des luttes incessantes pour la conquête par les Irides vers l'ouest. Par contre, il y a une cession, comme toujours dans les dynasties,
les Ahmadides ont fait sécession et la puissance ziride s'est arrêtée. Et pourtant, Ibn Khaldoun avait dit, dans sa Muqaddima, ses prolegomènes à l'histoire universelle, jamais on n'avait vu chez les Berbères, autrement dit les Amazirs, de ce pays un royaume plus vaste et plus florissant que le sien. C'est ce qu'a écrit Khaldoun, donc au XIVe siècle, et par rapport, donc 3 siècles plus tard. Par contre, quelque chose qui a bouleversé, c'est la date de 1052. C'est sur ordre des Fatimides d'Égypte, c'est la conquête de l'Ifriqiya par les Bani, la tribu donc des Banu Hilal et des Banu Sulaym. Ils arrivent de Hejaz, et le casus belli, c'est la rupture de vassalité des Zirides qui ont refusé le pouvoir des Fatimides. Ça ne s'est pas fait en douceur, 50 000 guerriers, 200 000 migrants, remplacement des populations sédentarisées par une tribu bédouine nomade, pillage des récoltes, terres dévastées. Lutte contre les dynasties amazirs, que ce soit les Zirides, les Ahmadides, puis après les Almohades, et ça s'est arrêté en 1153 par leur défaite à Sétif. Ça a entraîné une anarchie en Ifriqiya et une arabisation rapide de terres qui parlaient le tamazirt. Et là, je vais citer Khaldoun, citation difficile après ce qu'il avait dit des Zirides. En raison de la nature sauvage, les Arabes sont des pillards et des destructeurs. C'est dans la Muqaddima, et c'est quand même dur de la part de quelqu'un qui effectivement a analysé. Mais on peut le comprendre. Quand vous lisez la Muqaddima, vous apercevez qu'il dit que la civilisation, elle est des villes, des gens sédentaires, par rapport au nomadisme. Et c'est pour ça que ça explique largement cette citation. L'Ifriqiya en 1152, eh bien c'est la chute et la capacité pour d'autres de venir, puisque le pouvoir central s'est un peu effondré. On a vu les invasions hilaliennes, les incursions normandes et l'affaiblissement du pouvoir almoravide. Souvenons-nous qu'Ifri, en fait, c'est du tamazirt. Et ça donnait Ifriqiya, et ça donnait Afrique. Ça veut dire en tamazirt la grotte. C'est ce qu'on trouve dans la région d'Ifran, où il y a beaucoup de grottes, même racines. C'est une divinité du panthéon amazir, et les colonisateurs romains l'ont latinisé en Africa. Et on la voit ici, Africa, alias Ifri, sur la monnaie d'Adrien au IIe siècle. C'est resté en français, en arabe par Ifriqiya et en français sous le nom d'Afrique. Et ainsi, c'est très drôle qu'une petite grotte Ifri dédiée à une déesse amazir éponyme du côté de Tunis a donné son nom à un immense continent, Afrique. La géopolitique de l'extension normande en Ifriqiya, il y a possiblement une cause religieuse. C'est le contexte de la deuxième croisade des chrétiens d'Orient vers la Terre Sainte, lancée par le pape Eugène III au XIIe siècle. Le casus belli, c'était la prise du comté d'Édesse, dont on a vu où les Normands étaient vraiment partie prenante, par l'Atabé, le B, donc le chef, Seldjoukine de Mossoul, en 1144. Cette mise en danger a entraîné les Normands vers ça. Ce n'est pas sûr parce que le pape n'avait pas donné l'ordre de cela pour les Normands, mais ça peut faire partie des causes d'après les historiens. La deuxième cause de cette géopolitique de l'extension normande, c'est le désir de pouvoir. L'évêque de Salerne disait de Roger qu'il avait le cœur fier et la grande volonté de régner. Et il prépare une vaste flotte qu'il avait envoyée en Afrique avec beaucoup de troupes pour tenir l'Ifriqiya, pour prendre et tenir l'Ifriqiya. Un autre historien va dire il ne se souciait pas moins de la force que de la prudence pour vaincre. Et il a conquis Tripoli en Barbarie, Mahdia, Sfax, Gabès. Barbarie. Un petit mot quand même sur ce terme, parce que ce terme a été employé jusqu'au XIXe siècle. Et même encore, on dit bien la langue de Barbarie, on dit bien les figues de Barbarie. Il faut quand même mettre en perspective, sur le plan structural, ces deux mots. À la fois slovo, mot-parole en slave, qui veut dire c'est la gloire de ceux qui savent parler ma langue. C'est si vrai que les Polonais et Tchèques ils disent muet, niemi, nimech, pour le non-parlant s'agissant de leurs voisins allemands. Mais de l'autre côté, en sanskrit, Barbara, c'est celui qui bredouille. En sumérien, ça va donc être l'étranger, celui qui bredouille dans ma langue. Le barbaros, c'est l'automatopée qui signifie le bredouillement, même chose en latin. Nous dirions maintenant que le barbare est pour nous celui qui ne maîtrise pas la langue, le bas à bas de la langue du conquérant. On a gardé les mots de barbaresque, figue de barbarie, etc. Troisième élément de la géopolitique de l'extension normande, c'est la cause économique. C'est sûrement la plus importante. Comme disent nos amis anglais, et on le voit actuellement, c'est encore plus important, follow the money. Les liens siculo-ifriqiens sont extrêmement étroits pendant un siècle. La Sicile importe de l'or des caravanes à travers le Sahara via Kérouan et Mardia, importe du lin et du coton égyptien, exporte beaucoup de blé, du coton, du fromage, des viandes transformées. Et le passage, c'est une conquête sans lettres, ça n'a pas duré, ça a duré à peine 40 ans,
c'est que l'urbanisation a été rapide du fait des déprédations des Banu Hillal, il n'y a plus rien à manger. Ça a entraîné une migration urbaine, une famine des campagnes, de peuplement et passage à une industrie manufacturière. La chronologie de la conquête siculo-normande, c'est Gabès, le premier débarquement de 24 navires normands, échec, en 1118. L'année suivante, les Normands attaquent les côtes ifriqiennes sans beaucoup de succès. En 1121, les Almoravides vont piller Nicotera. 2 ans après, représailles siculo-normands, 300 navires, ça n'est pas rien. Débarquement à Média, prise du château de Ras-Dimas, mais contre-offensive avec isolement d'une partie des Normands, échec. 1134, prise de Djerba, on l'a vu, avec le soutien du calife donc, qui est le 11e calife fatimide et le 21e imam de la branche Hafsi du chiisme ismaélien. 1146-48, prise de Gabès, de Sfax, de Sousse, soumission de Tunis et prise de Mahdia. Et enfin, plus à l'ouest, prise de Bonn en 1153, c'est là où les Normands se sont arrêtés. Le dernier roi, et deuxième, ça a été Guillaume Ier de Sicile. Il y a eu 3 enfants morts qui auraient été les héritiers. Guillaume a été associé à la couronne le 8 avril 1151. Et en 1154, Roger II meurt et Guillaume Ier va être nommé roi. En 1156, il va résister victorieusement contre l'invasion byzantine. En 1161, il doit faire répondre à une révolte des barons allemands. Il maintient son royaume avec beaucoup de difficultés, mais il le maintient quand même. Et enfin, le retrait de l'Iphikaya, c'est l'arrivée de la conquête almoravide. Almoravita, c'est donc littéralement ceux qui programment l'unité divine, et ils sont partis de l'ouest pour aller vers l'est, comme toujours dans les migrations maghrébines. C'est toujours à partir de Gibraltar que ça part et ça va vers l'est. Prise de Tripoli par les Almohades, c'est le début de la chute des Normands. Prise de Mahdia et soumission de Fax auprès des Almohades en 1159 et prise de Gabès. Et enfin, Mahdia va chuter et il y a une conversion forcée des chrétiens et des juifs. Choukran.